Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Bonjour à tous! Bienvenue à cet épisode de Dans la cage. Merci énormément d'être avec nous, Ben Baudouin, accompagné de Pat Côté. Comment ça va, Pat? Ça va très bien, toi? Ça va bien et il y a un bon délai quand même quand on se parle. Donc, Ouais. on va voir ce qu'on peut faire. J'espère que ça va tenir. Non, ça va très bien, ça va très bien. Petite semaine de congé de podcast la semaine dernière. On espère que vous n'êtes pas trop ennuyés également. On est de retour cette semaine pour faire le tour de la planète arts martiaux mixtes avec vous. On revient sur ce qui s'est passé au cours du week-end dernier. On met la table également pour le week-end prochain. Et de grandes nouvelles quand même pour les arts martiaux mixtes québécois qui s'en viennent. Enfin, on aura un gala d'arts martiaux mixtes professionnels au Québec dans un mois. Très intéressant. Donc, à ce niveau-là, on va reparler de Samouraï MMA à la fin de l'émission. Pat, je ne sais pas, là, on en parlait avant d'entrer en onde. Et là, on n'est pas chanceux parce que la dernière fois qu'on a fait le podcast, il fallait parler de la finale entre Johnny Walker et Thiago Santos. Là, on commence l'émission avec la finale Aspen Ladd contre Norma Dumont. Un combat qui va passer à l'histoire. Et Non. pas une de ces deux filles-là qui va pouvoir challenger Amanda Nunes pour la ceinture à 145 livres bientôt. Là. Non, puis tu sais, Dumont l'avait dit avant le combat, elle disait que la prochaine victime, ça allait être la championne du monde, ça allait être Nunes. D'ailleurs, tu mets Dumont avec la performance qu'elle a faite samedi dernier, c'est dangereux. C'est dangereux pour sa santé à elle. Je veux dire, tu peux pas la mettre face à Nunes. Aspen Ladd avait de l'air complètement gelé sur place. Tu sais, quand tu commences à jouer à un jeu vidéo et tu connais pas les pitons, là, on dirait que c'était ça le combat. Le premier round, on dirait que c'était ça. Pour vrai, tu sais, j'ai un peu plus de liberté sur le podcast ici qu'en ondes, là, je peux m'exprimer. C'était horrible. C'est un des top 3 de le pire main event qu'on a vu dans l'histoire de l'UFC. Ça n'avait aucun bon sens. C'était très, très proche de Ngannou Lewis. C'est pas pour passer pendant 25 minutes. Puis l'affaire, c'est que tu donnes une vitrine à ces deux filles-là, surtout pour Ladd, qui a reçu énormément de critiques la semaine dernière. Elle avait une chance de faire un peu un redemption pour prouver que c'est une erreur de parcours, puis elle était prête quand même à se battre. Là, ça va se battre contre Dumont qui a challengé Nunes, puis qui fait une performance assez ordinaire qui ne va pas passer à l'histoire, qu'on a déjà oublié. Là. On en reparle parce qu'on est obligé, mais on a déjà oublié ce combat-là. Je veux dire, tu peux pas. Ces filles-là sont très loin de retour dans un combat d'importance, surtout pas un main event. Écoute, ça a été long, pénible, puis on s'est même excusé en ondes. On s'est excusé en ondes de téléspectateurs, Jean-Paul et moi, pour dire on peut pas décrire ce qui se passe pas. Fait qu'on est désolé, des fois, il y a des temps morts, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? T'sais, à un moment donné, on avait fini d'épuiser les histoires qui ont rapport aux arts martiaux mixtes. On est rendu qu'on parle du Canadien et de la boxe parce qu'il se passe rien dans le combat. Fait c'est tough. C'est tough pour les commentateurs, mais c'est tough pour le monde qui regarde ça aussi. Puis là, ça tourne en rond. Puis ben voyons. Pourquoi ils font rien? Puis on l'a vu dans les rounds, l'homme de coin de Aspen Ladd, qui est son chum aussi, il l'a brassé. Il a essayé de la brasser, il a essayé de la réveiller. Oui, exact. Il a essayé de la réveiller, il a essayé de la brasser. Ça n'a pas marché. Il a reçu beaucoup de critiques à propos de ça. Moi, je ne suis pas d'accord à propos des critiques. Je veux dire, il ne se passait rien. Là. Fait que maintenant, il faut que tu t'essayes quelque chose pour la réveiller. Puis il n'y a rien qui passait. Tu l'as regardé dans ses yeux, là, c'était néant. Là. Il n'y a rien qui se passait pendant tout. Elle n'a pas de l'air de vouloir être là. Elle n'a pas de l'air à être tentée. Il a bien essayé de la réveiller à un moment donné. Ça n'a pas marché. Ouais, ben, regarde, parlons-en tout de suite. Là. Donc, est-ce que je comprends, tu n'as pas été choqué par ce qui s'est dit dans les coins? Tu sais ce qui a retenu l'attention de ce combat-là là, à la maison? Faites-vous-en pas, c'est pas ce qui s'est passé dans l'octogone, mais bien dans le coin d'Aspen Ladd. Misha Tate, entre autres, qui a été très critique en disant jamais il parlerait comme ça à un de ses élèves masculins, probablement. C'est clairement du bullying, c'est de l'abus verbal, qu'est-ce qu'il fait. Donc ça, on peut être d'accord ou pas d'accord,
Mais un des critiques que j'ai lues, et j'ai tendance peut-être à être d'accord, puis tu vas me donner ton point de vue là-dessus, c'est qu'il disait simplement « Réveille-toi, fais quelque chose ». OK, ben, un coup que tu l'as dit une fois, deux fois, pourquoi tu n'essaies pas d'amener des solutions? Là? Pourquoi tu n'essaies pas de dire ben, OK, jab un peu plus, essaye d'amener au sol, essaie de, pour contrer son jab, essaye d'y aller avec un uppercut ou avec une overhand. Il n'était pas de. Il a essayé. J'ai l'impression qu'il donnait le truc. Ouais. Il l'a essayé en début de combat, dans les premiers puis deuxième rounds, il l'a essayé, puis à la fin, il disait réveille-toi. Mais là, quand ça ne rentre pas, je veux dire, tu voyais bien là, qu'il était jugé sur place, il fallait qu'il y ait un déclic. Puis là, l'affaire de bullying, là, OK, là, ça vient d'une autre femme, là, puis là, je ne rentrerai pas là-dedans, là, dans la guerre des sexes, là, mais il reste que ça n'a aucun rapport. Je veux dire, s'il y a un gars qui fait ce genre de performance-là, d'après moi, il va se le faire dire, puis pas mal plus fort aussi. Mais ça dépend, c'est qui est dans le coin. Tu sais, les hommes de coin, là, ils connaissent bien leurs athlètes. Ils savent qu'il y en a que ça lui prend des claques à la gueule. Il y en a que ça lui prend qu'il faut que tu cries après. Puis il y en a d'autres que ça lui prend qu'il faut que tu lui parles bien tranquillement. Et moi, c'était ça. Tu sais, moi, si tu me criais dans le coin après moi, ça fait rien. Tu sais, ça m'allume pas rien. Fait que ça, c'est important que les hommes de coin et les athlètes, ils se connaissent entre eux autres et ils savent comment ça marche dans le coin. En plus, c'est son chum. Il doit bien la connaître pas mal plus que nous autres. Il doit bien savoir comment elle fonctionne. Fait que, tu sais, c'est peut-être aussi pour ça que ça a mal passé. C'était de l'abus verbal à cause qu'ils sont impliqués intimement un à l'autre. Et qu'on se dit, hey, qu'est-ce qui se passe à la maison quand ça marche pas? Hey, là, maintenant, faites la part des choses. C'est pas la même affaire par tout, là, tu sais. Fait que, non, moi, je n'étais pas choqué là-dedans. J'ai dit, ton athlète, il n'est pas wake-up. T'essaies de le réveiller. T'essaies n'importe quoi. Mais il se passait absolument rien. Fait que la faute, à qui la faute? Qu'est-ce qui s'est passé dans le coin? Ben, c'est certainement pas de l'homme de coin. C'est parce qu'Aspen Ladd foutait absolument rien. Puis lui, il essayait bien. Tu sais, il y a un système, il y a un sentiment d'impuissance incroyable dans le coin quand tu dis OK, let's go, puis il n'y a rien qui se passe jamais. La frustration m'a amené, ça l'embarque. Ben, de là à dire que c'est pas de sa faute, là, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé nécessairement, mais est-ce que l'entraîneur doit avoir une part de responsabilité si ton athlète ne se présente pas au bureau et clairement pas prête le soir du combat? Je pense que oui, dans la plupart des cas. Donc, il faudrait peut-être aussi que ce gars-là, Jim West, se regarde un petit peu dans le miroir et dise qu'est-ce qui a manqué dans notre préparation, peut-être. Oui, mais je veux dire, elle n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer pour du monde. Tu sais, elle était supposée se battre la semaine d'avant. Non, mais ça fait 2 ans qu'elle a juste se préparer, par exemple. Tu as tout à fait raison. Mais l'enfant, tu sais, physiquement, c'est la job, tu sais, de la reine. Mais là, c'était plus mentalement qu'elle n'était pas là. C'était plus psychologiquement, il n'y a rien qui sortait. Elle était gelée sur place. Elle hésitait bien gros. Fait que, tu sais, là, c'est Tintel aussi qui n'a pas été capable de gérer cette pression-là ou que, je sais pas, il s'était passé bien des affaires dans la semaine aussi. Il a reçu beaucoup de critiques. Ça a été difficile de passer à travers ça. Fait qu'on ne le saura jamais. Mais clairement, c'est un combat à oublier pour les deux. Il y en a une qui a gagné, c'est moins pire que l'autre. Mais je veux dire, elle ne peut pas baser sa carrière sur ce combat-là et dire je mérite un combat de championnat du monde. Hey, honnêtement, là, je le répète, la met face à Nunes, c'est dangereux. Gardez la civière proche, là, parce que ça ne durera pas longtemps. Je te donne 3 scénarios de la catégorie des poids plumes. Tu me dis lequel est le plus plausible. Le poids plume féminin, 145 livres. Amanda Nunes ne défend plus jamais sa ceinture. Parce qu'elle va défendre son titre à 135. Donc, Amanda Nunes ne défend plus sa ceinture, abandonne la catégorie ferme, tout simplement. Norma Dumont ou Holly Holm vont obtenir finalement un combat de championnat à 145 livres contre Amanda Nunes. Ou Kayla Harrison va faire le saut à l'UFC et va obtenir un combat de championnat à 145 livres contre Amanda Nunes. Lequel de ces trois? Si tu avais à mettre un peu d'argent, là, ce serait lequel, selon toi? Ben là, le combat le plus logique présentement, il faut faire Holm contre Dumont, parce que c'était ça le combat initial. C'est sûr, c'est parce que là, Kayla Harrison, présentement, elle a énormément de succès. C'est la fille que tout le monde regarde présentement. Elle va aussi dans les événements de lutte aussi. Elle commence à devenir bien populaire. Elle fait de l'argent, là. Elle a gagné 2 fois le tournoi à 1 million, là. Elle n'est pas dans la rue, là. Elle va le gagner encore. Elle ne va pas signer. Ouais, c'est ça. Elle ne va pas signer à l'UFC pour 1000$. Elle ne va pas signer pour un chèque de premier combattant, puis le premier combat dans une organisation. Fait que c'est peut-être là qu'il va y avoir un bug. Pour signer Kayla Harrison face à Amanda Nunes,
le bug va être monétaire, puis ça se peut que les négociations échouent à cause de ça. OK. Donc, peut-être Dumont contre Holm avec la vainqueur, potentiellement un titre de championnat, mais le reste, c'est quand même Amanda Nunes qui décide qu'est-ce qu'elle fait avec cette division-là pour l'instant. En demi-finale, on a eu, en fait, demi-finale et le combat précédent, on a eu droit à des vétérans là, qui ont trouvé la fontaine de jouvence. En demi-finale, c'est Andrei Arlovski contre Carlos Felipe chez les poids lourds. Et là, ceux qui ont juste vu les résultats et qui n'ont pas regardé le combat, là, Andrei Arlovski a dominé totalement, mais attendez-vous pas à le revoir. À le revoir en combat de championnat bientôt. Là. Il était juste vraiment meilleur que Felipe qui n'a pas montré grand-chose. Puis Arlovski, à 42 ans, il était pas mal plus agile sur ses pieds que Felipe. Là. Ben oui, puis il reste que sa boxe est encore bien à point. Il est encore rapide. Les deux étaient complètement brûlés à la fin. Là. Mais c'est correct. Puis le volume de coups que Arlovski a lancé dans les 2 premières rounds, c'était quand même assez impressionnant pour un gars de 42 ans, pour un poids lourd. Il nous a démontré qu'il était plus complet dans ses attaques aussi. Il a plus d'outils dans son coffre à outils. Il lançait des coups de pied, des coups de genoux. Regarde, le meilleur des deux a gagné. L'expérience aussi, a joué dans la balance aussi. Tu sais, quand il était fatigué, Arlovski, mais l'expérience, c'est-à-dire s'accrocher, il a ralenti l'action. Parce que, tu sais, Felipe, il n'est pas un mauvais boxeur, mais il était tellement loin, il n'a jamais touché assez, je pense. Il n'a même pas touché assez une fois là, au visage. Fait que c'est ça. Je pense que l'expérience, elle a aidé, mais il y en a un des deux qui était meilleur, puis c'est lui qui a gagné. Oui, effectivement. Et Jim Miller, avant ça, lui c'est intéressant. D'un, il a fait 50 000 $. De deux, il a passé le KO à son adversaire au 2e round, à Eric Gonzalez. C'est son premier KO depuis 2016. De 3, en faisant ça, c'est son 38e combat à l'UFC, un record. Lui et Donald Cerrone se partagent le record. Là. Jim Miller, il n'est pas aveugle d'arrêter. Puis, je veux dire, avec une performance de la sorte, ça fait juste le motiver à continuer. Là. Ben oui, puis il était sur 2 défaites de suite. Là, il revient sur le chemin de la victoire. Puis, lui aussi, son expérience, il a servi. Hein, parce qu'il s'est fait ébranler solide au premier round. Il a réussi à bien ralentir l'action. Après ça, il est revenu. Fait que c'est une victoire d'expérience. Puis, c'est un nouveau venu qui était dans l'octogone. Même si on sait que Miller, c'est un gars professionnel puis qu'il ne va jamais parler contre les autres, c'est pas un gars de trash talk. C'est sûr que ça y a fait un petit quelque chose. Le gars, il rentre à son 38e combat UFC, on y met un newcomer. Là, tu te demandes, c'est quoi, vous voulez le bâtir sur moi? Vous voulez bâtir son nom sur le mien? C'est sûr que ça y a traversé l'esprit. Même s'il n'en parle pas, je veux dire, assez d'expérience pour regarder ça et dire, ouais, tu me niaises. Mais, regarde, il a prouvé que ce gars-là n'avait pas d'affaire dans l'octogone avec lui, même s'il s'est fait débranler. À un moment donné, le combat, c'est pas un coup de poing, c'est 3 fois 5 minutes. Puis c'est là que l'expérience rentre dans l'octogone. Puis, écoute, son 50e combat en carrière, ça n'a pas de bon sens. Ouais. C'est énorme. Son 38e combat à l'UFC. Il dit qu'il veut se rendre à 50. Il dit qu'il veut se battre à l'UFC 300. Là, on a fait des petits calculs. Là. Il y a 38 ans, l'UFC 300 va arriver dans 3 ans à peu près. Si ça continue comme ça. Ouais. C'est à peu près 14 événements, 13 à 14 pay-per-view par année. Fait que, on est rendu à l'UFC 269. Là, tu comptes ça, il en reste 39. Fait que, peut-être dans 2-3 ans, ça va arriver. Est-ce qu'il va être capable de te tenir jusque-là? Je ne sais pas. On ne le sait pas. Il a parlé aussi de faire un combat contre Cerrone. Les deux se sont déjà affrontés il y a plusieurs années. Cerrone l'avait emporté. Là, il dit si on réussit à atteindre chacun notre 40e combat à l'UFC, à ce moment-là, les deux, à leur 40e combat, on pourrait s'affronter. Ça pourrait être une histoire intéressante à ce niveau-là. Ah, puis je suis d'accord avec toi. Tout le monde. Ouais, vas-y, je sais que c'est en 2010, là, mais en 2010, là, il a passé une Charles. Ouais, ça coupe pas mal, Pat, excuse, on comprend pas qu'est-ce que tu viens. Peux-tu répéter ton idée, excuse, ça a coupé? J'ai dit, il s'est battu contre les meilleurs, puis il a battu les meilleurs aussi. Fait que, tu sais, il a déjà passé une soumission à Charles Oliveira en 2010 aussi. Là.
OK. Ouais, c'est vrai. Donc, non, Jim Miller, c'est un gars qui ne va jamais dire non, ça c'est sûr, jusqu'à temps qu'il décide d'accrocher ses gants, puis il n'a pas l'air de dire que ça va être bientôt. Donc, il y a des choses encore intéressantes. Puis, tu parlais de c'est son 50e combat pro, seulement son 5e KO. Jim Miller est plus reconnu pour ses soumissions. C'est un gars qui a un bon menton aussi, on l'a vu. 5e KO seulement en carrière à son 50e. Il est encore capable, malgré tout. Je veux parler de Manon Fiorot, la Française aussi, Pat. Elle, c'est peut-être la fille qui m'a le plus impressionné sur la carte de samedi. On le savait qu'elle était puissante et agile à 125 livres. Est-ce que tu as vu en elle une fille qui peut bientôt atteindre les plus hauts sommets et potentiellement donner du fil à retordre à la championne Valentina Shevchenko? Écoute, c'est une fille qui est quand même unidimensionnelle. Elle se bat vraiment debout, elle est bonne, elle utilise bien ses jambes. Moi, ce que j'ai moins aimé, c'est qu'elle n'a pas eu d'opposition. Son adversaire l'a nargué pas mal plus qu'elle s'est battue face à elle. Fait que ça, j'ai trouvé ça bien déçu de son adversaire. Mais tu as raison, c'est une fille qui c'est comme un vent nouveau dans cette division-là. Puis, puis oui, éventuellement, ça pourrait avancer très vite pour elle. Je pense que au niveau du combat debout, il n'y a personne qui est proche de Valentina Shevchenko. Faut arrêter d'essayer de trouver des comparatifs, essayer de trouver des filles qui vont être capables de se donner du parcours. Il n'y en a pas. Un combat, c'est un combat compliqué à Fiorot. Avec son coup de pied de côté frontal, là, est extrêmement puissant. Ça, c'est difficile. C'est difficile d'attaquer. Être capable de couper les attaques de beaucoup de monde juste en sortant ce coup de pied-là. Puis, regarde, si tu es capable de garder à distance Shevchenko, ben, tu as plus de chance. Effectivement. Fait intéressant, ton amie Corinne Laframboise qui était à ses côtés pour son camp d'entraînement. Ben oui. Manon Fiorot, les deux se sont déjà affrontés l'année passée à UAE Warriors. Une des rares Manon Fiorot à avoir battu Corinne Laframboise. Et là, ben, c'était bien de les voir ensemble pour la préparation en vue de ce combat-là. Cette fin de semaine, Pat, congé pour toi et Jean-Paul. Les gens qui veulent regarder l'UFC, c'est en exclusivité encore une fois cette semaine sur UFC Fight Pass. Et c'est un gars intéressant. Moi, ça m'intrigue beaucoup. Paulo Costa contre Marvin Vettori, deux gars du top 5 chez les poids moyens. Israël Adesanya a d'ailleurs dit, j'ai vu ça sur Internet tantôt, j'ai hâte de voir comment mes deux enfants vont faire. Là. Je les ai déjà éduqués. En voulant dire, je les ai déjà battus les deux. Là, ils s'affrontent. J'ai hâte de regarder ça. Mais moi, ça m'intrigue parce que c'est un choc de style aussi. On connaît Paulo Costa. On sait que c'est un gars qui est ultra puissant, un athlète incroyable. Là. Je veux dire, son physique est sorti tout droit d'une bande dessinée. Marvin Vettori est plus un gars de lutte. Un gars qui est capable d'étouffer là, ses adversaires. Est-ce que tu penses que Vettori va être capable d'amener Paulo Costa au sol et de pouvoir le contrôler? Ben, c'est justement, tu sais, Vettori, il faut qu'il soit intelligent dans ce combat-là. Il ne veut pas rentrer dans une guerre coup pour coup avec Costa qui est ultra puissant. Il reste est-ce qu'il y a la lutte nécessaire, adéquate pour amener le combat au sol? Rendu au sol, il est très, très bon. Bon, Costa est supposé être une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. J'ai des doutes. De ce que j'ai vu de lui au sol, c'était loin d'être un calibre de ceinture noire, mais bon, c'est sûr que les arts martiaux mixtes et le jiu-jitsu, c'est deux choses différentes. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte qui peuvent faire mal paraître un combattant de jiu-jitsu en arts martiaux mixtes. Mais bon, si je compare les deux ceintures noires, c'est sûr que je vais préférer Vettori à Costa au sol. Mais crois-tu donc que ça va aller au sol et que c'est l'Italien qui va l'emporter? Parce que c'est ça, c'est pas deux gars qui sont complets nécessairement. Donc, j'ai vraiment l'impression de mon côté que ça va être celui qui va être capable d'imposer son style qui va l'emporter. Donc, tu penses que c'est l'Italien qui va être capable de faire ça? Ben, écoute, je ne sais pas, mais s'il est capable, oui. Okay. Ça dépend toujours de la manière qu'il se bat. Comme je te dis, il faut qu'il se batte de manière intelligente. S'il va là et il garde une guerre coup pour coup, ben là, c'est comme flipper un 25 cents dans les airs. Le sport est rendu ailleurs que juste se mettre les deux pieds dans le milieu et se soigner, savoir qui a le meilleur menton. Je pense qu'il faut y aller avec une bonne stratégie, être capable de surprendre ton adversaire puis de l'amener dans tes forces, mais surtout dans les faiblesses de ton adversaire. Donc, ça va être intéressant, ce jeu d'échecs-là entre Costa et Marvin Vettori. Puis, dans une division, Pat, qui est
quand même de plus en plus intéressantes. Là. Derek Brunson, Jared Cannonier, Robert Whittaker là, dans le top 5. Il y a de très bons combattants à 185 livres. Et le gagnant de ce duel-là va se placer dans cette discussion-là aussi. Là. En demi-finale, deux gars qu'on connaît un petit peu moins, mais je regardais ça. Grant Dawson contre Ricky Glenn, ça se passe à 155 livres. Puis Grant Dawson, c'est un bel espoir. Là. Un spécialiste des soumissions. Ouais. Un gars qui a 8 victoires consécutives produites Dana White Contender Series. Là, on veut, je pense, l'amener ailleurs, là, voir on veut de plus en plus le tester, Grant Dawson, voir ce qu'il a dans le ventre, s'il peut vraiment être un espoir de premier plan dans une catégorie, on en parle souvent ici au podcast, ultra relevé. Hein. Ouais, un des plus beaux produits qui est sorti de la série Contender. Honnêtement, là, c'est beau de le voir aller. Il est agressif avec son jeu au sol. Puis Rick Glenn, écoute, c'est un gars qui est complet. C'est un bon gars de soumission aussi. C'est un gars qui a plus d'expérience dans l'octogone que lui aussi. Fait que j'ai hâte de le voir, mais c'est sûr, comme tu le dis, je pense qu'on veut savoir qu'est-ce qu'il y a dans le ventre. Je pense qu'on commence à le tester. T'sais, vous allez me dire, ouais, mais Rick Glenn, il n'est pas dans le top 10. Peut-être pas. Mais c'est là qu'on va voir où ce qui est rendu, justement. C'est un bon adversaire pour faire, on appelle ça des combats pivots dans une carrière. Ça, c'est un combat pivot, justement, pour lui. Il va savoir exactement où ce qui est rendu dans les classements des 155 livres, à peu près. Et sachez que les catégories de poids à l'UFC, notamment, ne sont pas toutes égales. Là. Je veux dire, on vient de parler de Manon Fiorot, qui, elle, va probablement gravir les échelons beaucoup plus rapidement chez les dames à 125 livres, va rentrer dans les classements beaucoup plus vite que Grant Dawson, qui va déjà en être à son 6e combat à l'UFC, invaincu. Je pense que c'est toutes des soumissions, ou presque. Là, le gars était spectaculaire en plus. Mm-hmm. Mais il y a peut-être 4 fois plus de combattants dans les 155, les poids légers masculins que chez les poids mouches féminins. Donc, c'est pour ça surtout, là, que... Bon. Il y a surtout plus de talent. c'est ça, là. C'est une des divisions, ou la division qui est le plus profonde chez l'UFC. C'est une division où il y a juste des requins. C'est un Shark Tank, comme on appelle. Là. C'est pas le fun d'être dans cette division-là à l'UFC. C'est pas le fun. Donc, le champion de cette division-là peut se dire qu'il est clairement parmi les meilleurs au monde parce que toute catégorie de poids confondue, là, parmi les meilleurs combattants livre pour livre, juste parce que pour se rendre jusqu'au sommet, il a battu juste des combattants de l'élite. Là. Il y a eu un Bellator en fin de semaine, Pat. On n'en parlera pas longtemps, mais juste parce que il y a eu un petit peu de rififi, comme on dit, entre des gars de l'UFC et des gars de Bellator, parce que c'était le tournoi des mi-lourds là, qui se poursuivait. Notamment Corey Anderson, l'ancien de l'UFC, qui est allé chercher un 3e KO depuis qu'il est passé chez Bellator. Il passe en finale du Grand Prix. Le gars est solide. Là. Corey Anderson, il était très, très bon à l'UFC. On l'a coupé parce qu'on ne le trouvait pas nécessairement assez spectaculaire, j'ai l'impression. Donc, il a signé avec Bellator. Le 3 KO consécutifs, on ne sait pas trop d'où ça sort. Là, cette fin de semaine, c'était contre Ryan Bader. Ouais. Ryan Bader, ancien champion de Bellator. Mais il s'est fait surprendre Bader, puis je veux rien enlever à Anderson, mais ça s'est passé en début de combat. Là. Il y avait genre 25 secondes de passer, puis il s'est fait surprendre. Bon, écoute, c'est ça le jeu, hein? La game, c'est ça. Là, c'est de surprendre ton adversaire. Je veux rien enlever à Anderson. Mais c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il s'est déclaré comme le meilleur Milo au monde. Le champion Borovic, il l'a knocké au premier round quand ils se sont battus contre l'autre à l'UFC. Après ça, il a dit je sais pas si tu t'es rappelé qu'est-ce qui s'était passé en début de combat aussi. Moi, je t'ai ébranlé. Après ça, tu m'as pincé. C'est sûr que dans un combat de 25 minutes, j'aurais gagné. Mais des si, on ne saura jamais. Là. Mais c'est ça. Ceux qui espèrent un combat cross-promotion, alors, entre le Bellator et l'UFC, ça n'arrivera pas. Oubliez ça. Non, oubliez ça. Puis moi, ça me fait rire aussi. Puis je suis correct, là, Corey Anderson, il vend sa salade, là, c'est correct. Mais tout de suite, à côté de lui, il y a le champion Vadim Nemkov, là, le champion de Bellator, qui a été ultra solide lui aussi, qui a fait qu'une bouchée de son adversaire. Ouais. Le gars, il a 9 victoires de suite. Puis une de ses seules il y a 2 défaites en carrière, dont une contre Jiří Procházka, puis ça fait un certain temps. Procházka qui est rendu parmi les meilleurs lui aussi à 205 livres à l'UFC, mais Nemkov il est très, très, très solide. Là. Anderson et lui vont s'affronter éventuellement pour le titre
le titre du Bellator. Donc, c'est ça. Corey Anderson, c'est ça. Moi, ça m'a fait sourire parce que, tu sais, je veux dire, il vient d'être fan-hockey par Blaovic il y a même pas, il y a un an, même pas. Puis le champion est à côté, qui est vraiment solide aussi. Puis là, tu viens de dire, c'est moi le meilleur. Bon. Ça m'a fait sourire. Sur 3 de suite, la confiance est dans le tapis, ça, c'est sûr et certain. Puis c'est correct, là, je veux dire, si tu ne crois pas en toi, là, dans ce sport-là, c'est un peu compliqué d'avancer. Là. Mais c'est ça. Aujourd'hui, regarde, on en parle, puis je pense que c'était ça le but aussi. Tout à fait. Puis en tout cas, c'est intéressant, un tournoi intéressant. Puis j'aime ce que Bellator fait de plus en plus. Là, il y a des gars, on a parlé d'AJ McKee ici, là, qui est un des meilleurs 135 livres au monde. Patricio Pitbull est parmi les meilleurs au monde aussi. Ils ont des gars vraiment, vraiment solides. Puis ce tournoi-là nous fait découvrir un Vadim Nemkov là, qui est très bon également. Donc, si vous n'avez pas la chance d'y regarder, en plus, c'est disponible gratuitement sur YouTube. La plupart des galas de Bellator. Donc, on y a accès. On n'a même pas l'excuse qu'on n'y a pas accès à la télé ici chez nous. Rapido, Pat, on va finir ça avec l'actualité dans les arts martiaux mixtes. On va parler de Samouraï MMA dans quelques instants, mais je veux te parler de... Là, ça commence à s'accumuler pour Conor McGregor. Mon ami Dylan Danny se retrouve dans l'eau chaude aussi. OK, parlons de McGregor. Je ne veux pas en parler longtemps, là, parce qu'il me semble qu'il y a 3 semaines ou à peu près, on va tenir le même discours. Là. Là, cette fois-ci, ce n'est pas Machine Gun Kelly. C'est un DJ italien qui s'appelle, j'ai noté son nom, Francisco Franchinetti. Apparemment que McGregor il a cassé le nez. Je ne sais pas ce qu'il a pris, là, mais sérieux, ça va pas. Là. Ouais, non, ça va pas. C'est pas pour le défendre, là, mais on connaît juste tout le temps l'histoire de ce que lui a fait. Puis, tu sais, ça n'excuse pas ce qu'il a fait, même si le DJ l'a écœuré. Tu ne frappes pas quelqu'un parce qu'il était traité de câble. Puis, je ne sais pas ce qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. Mais, tu sais, quand ton ego dépasse ta réalité, c'est souvent ça qui va arriver. Et moi, je commence de plus en plus à me mettre dans la peau de sa blonde, la peau de sa femme. Je me dis, à un moment donné, je ne sais pas à quel point, je ne veux pas dire qu'elle a le droit de parler, là, parce que mais jusqu'à quel point elle se permet de dire des choses. Elle est rendue, elle vit une vie de fou. Là, je veux dire, elle est set for life. Là. Elle va-tu oser dire... Voyons, qu'est-ce que tu fais là, épais? Je dis, tu peux pas frapper le monde dans la main. Ça maintenant, il y a quelque chose de grave qui va arriver. Maintenant, là, il y a peut-être quelqu'un qui sait se battre, il y a peut-être quelqu'un qui a un gun dans ses poches, puis il va dire, là, c'est assez. Là. Le DJ, il aurait pu avoir... Il s'est fait frapper, c'est correct. Puis le point est vrai après. Tu sais pas à cette heure aujourd'hui, c'est plus comme dans le temps qu'on se battait dans les casiers d'école. Tu comprends? Ça se bat. À les bars, ça se bat à coups de bouteille. Dans la rue, ça se bat à coups de gun. Tu peux plus faire ça, là. C'est bien trop dangereux. Peu importe qui t'es. Puis c'est encore pire quand t'es connu parce que ça va faire le tour du monde. Puis quand tu vois qu'est-ce qui arrive, tout le monde en parle, tout le monde le trouve encore sans dessin. Là, son étoile commence à parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est ça. Il reste que c'est un gars qui est super médiatisé. Quand il va revenir, il va encore vendre des millions et des millions de pay-per-view. Ça va rester comme ça. C'est un gars qui attire l'attention. Mais à un moment donné, s'il y a quelque chose de grave qui arrive, plus que ça, je veux dire, lui, là, il est capable de tuer quelqu'un en donnant un coup de poing. Là. Fait que si à un moment donné, il swing, là, puis il en tue un, c'est bol, on l'a perdu. Là. Pensez-y 30 secondes. Il a frappé un homme âgé, sans défense, dans un pub. Il a frappé Machine Gun Kelly, qui est un rappeur. Il pèse à peu près 100 livres mouillés. Il a frappé un DJ italien. On ne peut pas s'imaginer que ce gars-là passe sa vie au gym et qu'il s'entraîne pour faire des combats. Il a garoché un chariot dans un autobus en sachant très bien que les personnes dans l'autobus ne pourraient pas répliquer. Puis le gars se dit combattant professionnel. Je veux dire, on ne peut pas excuser aucune de ses actions. Puis en plus, il s'attaque à des gens qui ne sont pas pantoute de son calibre. Tu sais, le fameux dicton « attaque-toi quelqu'un de ta taille ». On ne peut pas dire qu'il l'applique beaucoup, là, Conor McGregor. Donc, ça rajoute encore plus
au fait que ça n'a aucun maudit bon sens, qu'est-ce qu'il fait. Ben non. Dans sa vie de tous les jours, il y a le gros ego. À un moment donné, on a vu une photo la semaine passée il y avait 3 bodyguards, puis il y en a un de ces bodyguards-là qui amenait son apéro spritz. Il traîne même pas ses propres drinks. Tu sais, maintenant, quand tu es rendu à ce niveau-là, là, tu te dis, OK, si, Paul, tu te prends pas pour un trou de cul, là, on s'entend, là. Fait que, tu sais, n'importe quoi, quelque chose qui va te contrarier, ben, tu l'acceptes pas, puis tu te penses au-dessus de tout le monde, ben, c'est ça qui arrive. Tu pètes des plombs, puis tu penses qu'il n'y a jamais rien qui va t'arriver, mais jusqu'à temps que, tu sais, des poursuites, il y en a de l'argent pour se défendre. Mais s'il tue quelqu'un, un crime, c'est plate, mais ça va être pas l'argent qui va te sauver. C'est ce que je te dis, c'est ça. Non, exact. Ah, puis c'est ce qu'il a fait, là, le DJ italien, là, il l'a pas poursuivi au criminel, il n'a pas porté plainte à la police, il l'a poursuivi au civil. Il dit je vais m'attaquer à son portefeuille, c'est peut-être là que ça va faire le plus mal, on verra. À un moment donné aussi, son équipe va le lâcher, son agent va le lâcher. Je veux dire, pour une agence, qui représente des sportifs professionnels, tu ne veux pas non plus être attaché à avoir ce genre d'image-là. Il est payant pour l'agence. Là. Les autres, ils ramassent une cote de tout ce qu'il fait. Je comprends, à un moment donné, les coûts vont dépasser les bénéfices à un moment donné. On verra ce que ça va donner. Je parlais qu'il y en a plusieurs là, qui se retrouvent dans l'eau chaude. Je disais Dylan Dennis qui va se retrouver devant les tribunaux probablement pour une altercation au New Jersey. Luis Peña. Lui, Dylan Dennis, autant qu'il est bon, c'est un des meilleurs au monde en jiu-jitsu brésilien, il est débile. Autant que c'est un cave, ce gars-là. Il est pas juste... Il est juste épais, comme personne. Il cherche le trouble. Il cherche la provocation, il cherche le trouble. C'est juste ça qu'il veut. À un moment donné, tu vas le trouver. J'ai pas beaucoup de surtout pas pour Dylan Dennis qui court après ça. Puis là, maintenant, c'est ça tombe dessus, puis tu vois, le gars, il s'est fait contrôler à terre, puis il ne peut pas rien faire, avec il a l'air d'un tata, puis après ça, il trouve tout le temps des excuses que il m'a surpris, il m'avait dit que ça allait être une police, non, c'était pas une police, c'était un doorman, puis je suis correct. Ouais, c'est ça. Luis Peña, ça c'est intéressant, oui et non. Là. Intéressant dans le sens où l'UFC a mis ses culottes, le gars a été accusé 2 fois depuis le mois de juin de violence conjugale. Il ne s'est jamais caché qu'il y avait certains problèmes de consommation et certains problèmes au niveau psychologique aussi. Là. Il a dit j'ai besoin d'aide pour me contrôler. Il n'est pas allé chercher l'aide nécessaire. Ça s'est mal terminé 2 fois avec sa conjointe. Et là, c'est l'UFC qui vient de le mettre dehors. Apparemment, même l'UFC lui avait déjà avancé de l'argent. Mais tu vois? Plusieurs dizaines de milliers de dollars là, pour... Ouais. À part l'argent qu'ils ont avancé, là, on dirait que tu es en train de me parler de John Jones. Est-ce que John Jones a le sacré dehors? Non. C'est exactement la même histoire. Même histoire que tu me comptes. Puis John en a fait plus un peu, là. T'sais? Mais ça dépend de qui. Ça dépend toujours combien tu rapportes à la business, des affaires de la même. Mais peu importe, que tu sois John Jones ou que tu sois Luis Peña, il n'y a rien de plus lâche, de plus dégueulasse qu'un homme qui va frapper une femme. Que ce soit sa blonde, que ce soit n'importe qui. Tu es un maudit combattant professionnel, puis de deux, tu es un homme. Là. Je veux dire, quand tu es rendu à frapper une femme, tu es vraiment une merde. Honnêtement, là, tu es un déchet, là, sérieux. Là. Fait que je suis content que l'UFC ait mis ses culottes pour Luis Peña, parce que ce pas des choses qu'on peut accepter. Puis en faisant rien, c'est encore pire qu'en faisant quelque chose. Ça veut dire qu'on endosse quasiment ce qu'il a fait. Et finalement, on a mis nos culottes puis on l'a mis dehors parce qu'on ne peut pas accepter ça. Sauf qu'il reste des gars encore dans l'UFC comme des Greg Hardy qui a été accusé pour violence conjugale aussi. Des affaires de la même. Fait, c'est ça que j'ai de la misère, moi. Je suis content qu'il ait mis nos culottes. Je suis content qu'il ait fait ça. Mais c'est tout le temps du cas par cas. Ça ne devrait pas être du cas par cas. Ça devrait être à toutes les fois qu'il y a de la violence conjugale, puis tu as été trouvé coupable, tu vois qu'il est arrivé quelque chose. Ben, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas endosser ça comme organisation professionnelle. Je suis d'accord avec toi. Puis je m'en allais là. Tu m'as devancé, mais c'est ça. C'est le fameux 2 poids, 2 mesures. Le traitement qu'on réserve aux vedettes, à ceux qui nous rapportent des sous, versus les combattants qui sont un peu plus dans l'ombre, disons ça comme ça. Des combattants de sous-carte versus des combattants de finale. Parlons-en. On va finir là-dessus avec John Jones, qui lui, je ne sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que ça peut avoir un impact sur lui, le fait que ses amis de longue date, ses partenaires de longue date,
Greg Jackson et Mike Winklejohn de Jackson MMA lui ont dit tant que tu ne règles pas tes problèmes, tu ne reviens plus au gym, tu es persona non grata, suspendu. C'est sa famille, là. Il lui dit clairement fais quelque chose. Oui, t'as raison. En même temps, il doit y avoir 20 gyms qui l'ont appelé pour dire que t'es bienvenu chez nous. Ils vont essayer de profiter de son nom. Mais je suis content. Puis en même temps, Jones, il a sorti ses réseaux sociaux puis il a essayé de faire porter le blâme quasiment sur eux autres. Il dit « Je trouve ça dommage que mes amis ne sont pas là pour me supporter. » C'est pas. Ça fait 5 ans que tu fais juste des niaiseries. Ça fait 5 ans que tu es hors contrôle, puis ils t'ont backé juste tout le temps. Là, maintenant, c'est assez. Maintenant, là, tu sais, je suis content que, tu sais, peu importe l'argent qu'ils leur donnent, peu importe la visibilité qu'ils leur donnent, eux autres ont décidé que là, c'est assez, on n'en peut plus. Là. On peut plus. Des hit and run, la drogue, n'importe quoi. Pour un gym professionnel qui est une renommée mondiale, tu peux pas accepter ça longtemps. Tu sais, à un moment donné, tu veux être là pour tes fighters, tu veux leur aider, tu veux les aider, puis c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont fait pendant des années. Puis là, maintenant, c'est assez. Là. Tu sais, je veux dire, si tu veux pas t'aider, on peut pas t'aider. Et c'est un peu ça qui arrive dans le cas de John Jones. Donc, est-ce que ce sera suffisant pour qu'il change vraiment? Il l'a dit souvent, là, je vais changer, je vais m'améliorer, tout ça. Mm-hmm. A-t-il déjà vraiment démontré des remords pour ce qu'il a fait par le passé? Est-ce qu'il en démontre plus cette fois-ci ou c'est du vent? On verra. Mais en tout cas, une des conséquences directes, c'est qu'il ne peut plus aller s'entraîner au Nouveau-Mexique jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à temps qu'on accepte son retour dans le gym. On va finir, Pat, avec un petit... parler de Samouraï MMA, pas nécessairement. Je vais vous dire les grandes lignes du gala, mais juste expliquer aux gens à quel point c'est quand même une grande nouvelle pour les arts martiaux mixtes. C'est une grande nouvelle, je pense, pour les combattants du Québec. Je sais que ton chum, Yann Pellerin, travaille fort là-dessus pour en organiser des combats, mais là, on va avoir droit à un gala 100% arts martiaux mixtes québécois pour donner la chance à des combattants d'ici de gravir les échelons, d'aller acquérir de l'expérience et d'atteindre les plus hauts niveaux peut-être éventuellement, et surtout donner la chance à des amateurs d'ici d'enfin aller voir en direct des arts martiaux mixtes. C'est non négligeable cette nouvelle-là de Samouraï MMA, 19 novembre prochain à l'Olympia. Puis c'est surtout une vitrine pour ce que les gars peuvent se faire voir, les gars et les filles, les combattants qui vont être capables de se faire voir, d'arrêter de s'entraîner dans le vide, d'avoir un but, d'avoir une date, d'avoir une place où ce qu'on sait que, OK, dans 2 mois, j'ai un fight. Arrêter de s'entraîner dans le vide, puis, tu sais, arrêter d'emprunter de l'argent à gauche à l'autre ou d'aller te battre puis à revenir dans le rouge parce qu'il a fallu que tu ailles te battre en Colombie-Britannique ou dans le Vermont, puis il faut que tu ailles en auto, tu sais. Pas en Colombie-Britannique, mais dans le Vermont. Ben, tu comprends ce que je veux dire? Tu fais ton sacrifice aller te battre là-bas pour avoir quelque chose sur ta fiche, pour avoir une visibilité, mais tu reviens, tu es endetté jusqu'au cou. Fait que là, tu sais, les gars, ils restent ici, les athlètes restent ici, mais il va y avoir des filles aussi là-dessus. Puis c'est parfait. Ça prend des organisations locales pour développer la relève locale. Sinon, on va perdre, on va tout perdre. Là. Et tu sais, oui, ça a été retardé, ça a été reporté 2 fois pour plusieurs raisons. Mais là, finalement, ça va être à l'Olympia le 19 novembre. Puis j'ai très hâte que ce gars-là part. Puis je souhaite beaucoup, beaucoup de succès. Je ne connais pas personnellement les organisateurs. Honnêtement, je m'en fous pas mal. Je leur souhaite le plus de succès possible. Pour eux autres, oui, mais pour que ça continue et que les combattants d'ici puissent avoir une organisation, une place où se battre chez eux. Le gars qui a parti ça s'appelle Daniel Lafont. Je lui ai parlé souvent et je peux te dire qu'il a le cœur à la bonne place. Mm-hmm. Il fait pour les fighters. Il me l'a répété souvent. On essaiera de l'avoir en entrevue là, bientôt avant le show du 19. Il fait pour les fighters. Il dit il veut faire un partenariat en France. Une de ses têtes d'affiche est Alex Morgan. Il y a quelques mois, il a dit Morgan a eu une opportunité pour aller se battre en France. Il a dit vas-y, mon gars, va te battre en France. La tête d'affiche, Michael Dufort va être en finale du premier gala Samouraï, 9 novembre.
Daniel a dit à Michael, tu as une opportunité pour te battre en Floride avec Cage Fury Fighting Championship. Vas-y. Il n'a pas peur de laisser partir. Il ne les protège pas. Il les jalouse pas. Il n'a pas peur que les gars quittent. Il leur dit, je pense que j'ai plus de chances qu'ils soient fidèles à moi, qu'ils reviennent se battre pour Samouraï, si je leur permets d'aller chasser ces autres opportunités-là aussi. T'sais. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment très bien. Il a travaillé fort. Il a vraiment travaillé fort. La santé publique, il était à la merci de toutes les règles sanitaires, bien sûr. C'est pour ça que ça a été repoussé. Mais là, c'est le 19. En finale, Michael Dufort contre Carl Propolek, un gars qui s'est déjà battu à l'UFC. Donc, pour Michael Dufort, ça risque d'être intéressant. Oui, surtout après une belle victoire à Cage Fury par soumission. C'est un gars qui est ultra talentueux. Beaucoup de peaufinage à faire pour Dufort, surtout au niveau de son combat debout, mais son jeu au sol est extrêmement agressif. Honnêtement, c'est la plus grande fraude qui existe au Québec, qui est ceinture violet. Là, ce gars-là devrait être ceinture noire, là, je te le confirme. C'est une des plus grandes fraudes. Mais il reste que, écoute, encore une fois, d'expérience. Les gars, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de se battre. Puis là, il va aller se battre contre un gars qui a eu l'expérience de se battre à l'UFC. C'est un autre pas vers l'avant pour Dufort. Alex Morgan, l'ancien champion de TKO, à 145 livres, si je ne m'abuse, va se battre contre Maged Amo. Puis parle-moi peut-être de Tommy Morrison, on l'a déjà reçu ici au podcast. Le jeune Tommy Morrison, lui, va se battre contre Pierre Tivierge. Pierre Tivierge, c'est un gars sur la scène locale, on le voit depuis un certain temps. Tommy Morrison va faire ses débuts pro, je pense, hein, Pat? Oui, les deux sont déjà battus en amateur. Tommy avait gagné. C'est ça. Puis là, les deux, c'est sûr, sont plus rendus au même niveau. Se sont beaucoup améliorés de part et d'autre. Tommy, pour moi, je le connais super bien parce que je m'occupe de lui aussi. Je l'entraîne. Puis c'est un prospect incroyable. C'est un gars qui est ultra intelligent et qui est capable. Tu ne répètes pas deux fois la même affaire. Tu lui dis une fois, puis il l'applique. C'est un gars qui est une éponge et il parle pas beaucoup. C'est un gars qui est super discret. Mais c'est drôle, hein? Il est super discret à l'extérieur, mais dans son combat, quand on l'a vu dans ses combats amateurs, il aime ça donner un show. Il aime ça donner un spectacle. Okay. Il aime ça embarquer avec la foule, narguer son adversaire. C'est un gars, ses mains sont ultra rapides. Son jeu au sol commence à être vraiment à point aussi. Fait que c'était juste un diamant qu'il fallait polir un peu. Il n'est pas encore poli à 100%, mais ça va venir. Mais ça, avec un premier combat professionnel, l'expérience va rentrer. Un combat revanche, toujours le fun aussi, parce que Tivierge, c'est sûr, il veut venger sa défaite. Les deux se connaissent aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est de trouver une façon que, OK, les deux, on se connaît. Qu'est-ce qu'on a changé de plus pour surprendre l'autre? C'est toujours ça qui est le fun dans des combats revanche. Je vous répète, les gars-là, Samouraï MMA, c'est le 19 novembre à l'Olympia. Les billets sont en vente présentement. Si vous vous êtes ennuyé des arts martiaux mixtes en direct, c'est l'occasion idéale pour aller voir des athlètes en action. Faites vite parce que c'est une petite salle, pas beaucoup de billets. Moi, je vais être là aussi. Moi, j'y vais. Donc, yes. On se verra là-bas, Pat. Yes. Parce qu'on ne se verra pas la semaine prochaine non plus. Parce que tu es occupé pas mal. Les gens qui regardent la télévision savent que tu es de plus en plus dans notre petit écran. Donc, d'autres obligations professionnelles. On est très contents. Je suis très content pour toi, par ailleurs. Mais l'autre semaine d'après, tu ne seras pas là non plus. Non. Parce que tu vas être avec Yohan Lennes à Las Vegas pour son combat à Dana White Contender Series. Exact. Moi, je quitte le 31, donc dimanche le 31 au matin. Puis, je m'en vais avec Yohan qui sont partis le 17 parce qu'il fallait qu'elle fasse des vidéos promotionnelles pour l'UFC parce que ça va être la finale de la soirée de Contender, son combat. Donc, il fallait qu'il fasse des vidéos promotionnelles. Puis, il avait le choix de revenir ici 2 semaines là-bas. Il a décidé de rester 2 semaines là-bas. Je pense que c'est une bonne idée parce que là, il aurait perdu 4-5 jours juste en voyagement, le décalage horaire. Ça n'aurait pas été bon pour lui. Là. Fait qu'il a décidé de rester là-bas. Je l'ai hooké up avec Syndicate MMA, avec John Wood qui est là-bas. J'ai parlé. Fait que, il n'est pas encore dans la bulle. Il peut sortir. Il peut aller s'entraîner où ce qu'il veut. Il est allé au Apex. Là, il est allé hier. Il est allé au Syndicate MMA aussi. Juste continue à rouler, continue à jouer avec Lévy. Son gros training est fini. Fait que c'est juste de rester les drills, rester actif.
Puis après ça, 4 jours, je pense que c'est 3 ou 4 jours avant le combat. Là, on tombe tous d'une bulle. On ne peut plus sortir de l'hôtel. C'est là que moi, je vais enlever le 31. On va essayer de parler à Johan la semaine prochaine. Donc, Pat, c'est ça. Pat ne sera pas là, mais je vais essayer de faire un petit quelque chose avec Johan Lennes s'il est disponible. Donc, lui se bat le 2 novembre à Dana White Contender Series dans l'espoir d'obtenir son contrat avec l'UFC. Dans les prochaines semaines, on va reparler de Samouraï aussi. On aura l'occasion d'avoir en entrevue des combattants québécois qui seront sur la carte aussi. Donc, on ne s'ennuiera pas dans les prochaines semaines, mon cher ami. Sur ce, merci énormément, Pat, pour cette autre semaine de podcast. Je le répète, bon congé cette fin de semaine, pas d'UFC à RDS, mais un gala Vettori contre Costa sur les ondes de l'UFC Fight Pass, la plateforme de l'UFC. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine, tout le monde. Merci d'avoir été là. Ciao.